punitive, là, effectivement, il y a ce côté négatif. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, nous, on est là pour finalement faire ce qui n'a pas forcément été fait les années précédentes. C'est-à-dire l'idée de développer l'encouragement, la réflexion, l'observation, l'auto-observation, c'est quelque chose qui devrait être fait au niveau de l'école en fait. Ce n'est pas à nous de le faire, d'autant plus que nous, on va voir nos apprenants pendant 2 heures, 4 heures par semaine. D'accord? Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on peut en réalité. D'accord? Et c'est pour ça que... Comment? C'est une autre charge. Oui, mais c'est pour ça que je pense que ça vaut la peine et il faut réfléchir sur les stratégies d'apprentissage progressivement. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pendant 1 heure et après, ça y est, on a fini pour le reste de l'année. Mais c'est quelque chose qu'on met en place progressivement. C'est-à-dire, on le fait au fur et à mesure. Dès qu'on a la possibilité ou le moment de le faire, on le fait. D'accord? L'idée, par exemple, exactement de la planification, de l'aménagement de nos apprentissages, l'idée de l'évaluation de nos apprentissages, vous le voyez maintenant dans le manuel. À la fin de chaque unité, il y a « j'évalue mes compétences et mes apprentissages ». Ça a été intégré, heureusement, dans la logique des manuels. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'il faut absolument faire. Par la suite, il faut savoir comment on le fait et comment on le réutilise, comment on l'intègre, si vous voulez, dans notre enseignement. C'est pas pareil, je vous donne la parole tout de suite, c'est la question exactement du portfolio, que vous connaissez peut-être, exactement la question du portfolio que les apprenants doivent remplir, qu'ils peuvent re-remplir, etc. C'est exactement la question de j'observe mon propre enseignement, apprentissage, et je réfléchis sur mon propre apprentissage. Bien évidemment, je ne peux pas avoir 100% raison. Je veux dire, si dans le portfolio il dit « est-ce que vous trouvez des occasions dans lesquelles vous prenez la parole pour discuter en français ?» Non, parce que je n'ai pas forcément envie de parler éventuellement avec des francophones ou parce que je n'ai pas forcément la possibilité de discuter avec des francophones. Donc, ça c'est clair. Mais là aussi, ma question, en tant qu'apprenant, devrait être pourquoi je n'ai pas forcément envie de discuter avec un francophone? Pourquoi je n'ai pas forcément envie de regarder des films en français, d'écouter la radio française, etc. D'accord? C'est-à-dire, logiquement, avec les stratégies d'apprentissage, on est tout le temps là pour mettre en question notre apprentissage et pour trouver des réponses. Ça ne veut pas dire qu'on va tout modifier, pas du tout. Mais au moins, il faut qu'on soit conscient de nos choix. Oui. J'ai une petite question. Est-ce que selon les stratégies d'apprentissage, est-ce que tout doit être clair dès le départ devant l'apprenant? C'est-à-dire les objectifs, par exemple, d'une telle activité. Est-ce qu'on fait, par exemple, le jeu de théâtre pour augmenter la prise de parole en public, par exemple? Est-ce que ça... Alors, c'est une obligation de dire ça dès le départ à l'étudiant ou bien de laisser découvrir, par exemple, à la fin de l'activité? Là, c'est plutôt les stratégies d'enseignement, moi je dirais. C'est-à-dire, c'est la question exactement Il y a tout d'abord le contrat pédagogique que nous, on doit mettre en place avec nos apprenants. C'est-à-dire, ils savent pourquoi ils sont là. Okay? Ils savent pourquoi ils apprennent le français. Et à partir de là, on peut effectivement dire, à partir du moment où vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez aussi comment on peut améliorer votre apprentissage. Ça, c'est une question. De l'autre côté, notre contrat nous amène à expliciter les objectifs. D'accord? C'est-à-dire, on est plutôt dans le cadre, dans ces cas-là, de l'enseignement, des stratégies d'enseignement, où on doit expliciter tout ce qu'on veut faire pour que les apprenants comprennent pourquoi ils vont participer. Parce que, en fait, chez nous, toujours les étudiants posent la même question. On est là, par exemple, la littérature, on étudie la littérature, pourquoi faire à la fin? Par exemple, cette activité, c'est pour quelle raison? Pour quel but? Ça sert à quoi, oui?
Donc, Ils n'ont pas donc, tort. donc, c'est-à-dire le contraire. Ils n'ont pas tort. Moi aussi, si vous me faites étudier la littérature, je vais vous dire pourquoi. Oui, surtout parce qu'on doit souligner là le fait que la plupart des étudiants inscrits, la plupart, je ne généralise pas, inscrits à la faculté des lettres au département de littérature, ils sont obligés parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix. Non mais, à part ça, Non, c'est pas comme ici, on vient parce qu'on veut venir étudier la littérature. non mais, à Déjà, part ça, déjà, si vous voulez. On doit prendre ça aussi en considération. Non, mais à part ça, c'est-à-dire, je me retrouve dans une formation, Là, on est bien je sais d'accord. pas ce que je dois faire. À partir de là, effectivement, notre travail, et ça fait partie des stratégies d'enseignement, d'accord, tout d'abord, c'est de dire, bon, j'ai en face de moi 40 élèves, 40 étudiants, il y a 10 étudiants qui sont là pour la littérature, 30 parce que ils ont vu la lumière et ils se sont dit, allez hop. Pourquoi? Parce que le système est tel qu'ils se sont retrouvés là-dedans. Et donc du coup, moi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réfléchir exactement sur comment je peux enseigner la littérature. On parle de la littérature, mais ça va être pareil pour la linguistique, ça peut être pareil pour la didactique, ça peut être pareil pour la culture, etc., la civilisation. Comment je peux amener les apprenants à un enseignement qui leur sera utile? C'est-à-dire la littérature pour la littérature. Bon, je prends la littérature juste parce que vous l'avez mentionné. C'est pourquoi faire? D'accord? C'est une question. Et tout le monde peut se poser cette question-là. Parce qu'effectivement, il y a certains qui sont passionnés par la littérature, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout, mais à moi de leur montrer l'intérêt de la littérature. C'est à moi, bon, si moi je vous dis que j'enseigne la syntaxe, vous allez me dire, oui, mais bon, attention, pas la grammaire, la syntaxe. Et donc, bien évidemment, les étudiants ils disent, bon, ben non, la syntaxe, on n'aime pas. C'est à moi maintenant de réfléchir, de dire comment je peux enseigner la syntaxe, exactement pour leur montrer pourquoi ça peut être intéressant dans un texte, par exemple, littéraire, dans un texte journalistique, dans un texte autre, dans un autre genre textuel. D'accord? Et à partir de là, c'est exactement la question des apprenants, et c'est là où je vais voir les stratégies d'apprentissage. C'est-à-dire, je vais les amener à réfléchir, eux aussi. S'ils vous disent, mais moi, la littérature, ça ne m'intéresse pas, ben, je vais leur dire, d'accord, mais vous êtes là, vous êtes obligés maintenant. Comment est-ce que vous voyez exactement cet enseignement-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans cet enseignement qui va vous permettre de développer les compétences que vous souhaitez développer? Et je comprends parfaitement votre question parce que j'avais cette discussion avec un groupe ils ont fait notre licence en sciences du langage, et en fait, dans ils ont le choix, soit la langue des signes, soit les langues slaves. Et donc, ils font le serbo-croate et le polonais. Et donc, en troisième année, en dernière année, il fallait qu'ils travaillent sur leurs compétences, c'est-à-dire de faire un référentiel de compétences. Et en fait, elles ne comprenaient pas du tout quelles étaient les compétences qu'ils avaient acquises suite à 3 années d'études de langue slave. Et ça, pour moi, c'est extrêmement sérieux, c'est grave. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elles n'ont pas du tout compris qu'on apprend une langue, non pas seulement pour la langue, c'est-à-dire on ne va pas forcément partir dans le pays X ou Y pour parler la langue, mais ça veut dire qu'on développe des stratégies d'apprentissage que nous, on peut réutiliser logiquement si on devient enseignant dans une école, dans un collège, dans un lycée. Ça veut dire qu'on apprend à utiliser un autre alphabet, un autre système, ce qui nous permet de comprendre les enfants qui arrivent, les réfugiés, tous les migrants, tous les groupes qui vont arriver dans notre groupe. On se met dans une situation d'apprentissage, ce qui nous permet d'observer aussi notre propre apprentissage et par conséquent de réfléchir sur l'apprentissage de nos apprenants. Et donc du coup, effectivement, il y a le contenu en tant que contenu, mais le contenu amène logiquement, conduit à des compétences.
d'accord, à des compétences, à des savoir-faire. Et les compétences, ce n'est pas seulement je connais toutes les références sur l'éco-critique, par exemple, d'accord, mais ça, c'est une chose, ça, c'est les connaissances. Maintenant, quelles sont les compétences? Comment est-ce que cet apprentissage se traduit en compétences? Et c'est ça le travail le plus important à faire, exactement avec nos apprenants, d'autant plus qu'ils sont adultes. Et la question qui va se poser, ce sera la professionnalisation. D'accord? C'est-à-dire comment, avec la littérature, par exemple, on arrive à réfléchir sur notre professionnalisation. Comment moi, avec la littérature, je peux travailler dans le commerce, par exemple. Okay? Qu'est-ce que ça m'apporte finalement? Et il y a beaucoup de choses que ça m'apporte, bien évidemment. D'accord? Il y a une petite question, est-ce que les stratégies d'apprentissage vont avec tous les âges, les enfants, les adultes? Si j'ai bien compris votre question, oui, indifféremment de l'âge des apprenants, bien évidemment, il y a des stratégies qu'on développe. On ne développe pas forcément les mêmes stratégies, bien évidemment. Mais comme on disait tout à l'heure, quand on est adulte, on est amené à observer ce que vous avez vu ce matin. Ça, vous ne pouvez pas le faire avec des enfants. Avec les enfants, on va passer par des chansons, par des petites histoires, etc., qu'ils vont répéter et tout. Je veux dire, un enfant de 5 ans en France, il sait parfaitement le passé simple. D'accord? Un jeune de 18 ans qui commence ses études à l'université, je peux vous dire qu'il a complètement oublié. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand on a 5 ans, on a toutes les histoires avec le passé simple, donc on le pratique tout le temps. Pour les enfants, même pas besoin ils vont le répéter. Un jeune de 18 ans, de 20 ans, il sera obligé de passer par l'observation, ce que vous avez vu ce matin, pour arriver finalement à l'apprentissage. Donc, on n'a pas forcément les mêmes stratégies, on n'a pas forcément la même besoin des mêmes savoir-faire et des mêmes stratégies. On n'a pas forcément aussi, on n'est pas forcément capable. Un enfant de 10 ans, il ne va pas s'auto-évaluer, dans le sens où il ne va pas observer son apprentissage en disant peut-être qu'il pourra le faire à un niveau très superficiel, mais il ne va pas le faire comme un... L'âge de 15 jusqu'à, par exemple, 20? De toute façon, l'observation, ça marche avec tout le monde. Non, toute la stratégie. Les stratégies, ça marche avec tout le monde, logiquement. Et je veux espérer que ça marche même avec des gens plus âgés que ceux qui ont 20 ans. Donc si vous avez des gens qui ont 30 ans, 40 ans, ça peut fonctionner sans aucun problème. Donc il n'y a pas une limite d'âge, logiquement. Il y a une limite vers le début, mais voilà, à 90 ans, on peut toujours apprendre une langue étrangère. Mais en fait, c'est pour ça que il y a quand même les différentes interventions pédagogiques, c'est-à-dire comment nous, on peut les intégrer les stratégies pédagogiques dans notre enseignement. Il y a plusieurs références bibliographiques, il n'y en a pas autant que ça, d'accord? C'est-à-dire, en français, par exemple, on a un livre de Cyr qui parle de stratégie d'apprentissage, un petit livre dans la série Formation de clé internationale, mais si je me souviens bien, formation, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle comment, le titre? Les stratégies d'apprentissage. Cyr. C-Y-R. Et en fait, on a beaucoup de références en français, pour le Canada, en anglais, etc. Et là, au niveau des stratégies, on va avoir, par exemple, nous, on part du principe qu'on peut travailler avec nos apprenants, par exemple, en utilisant des questionnaires. Quand on va leur demander comment tu fais pour ceci, comment tu fais pour cela, comment tu fais pour comprendre des mots, par exemple. C'est-à-dire, avant de commencer notre travail, on peut effectivement les faire travailler sur leur stratégie, juste pour les amener à réfléchir sur les stratégies. D'accord? Et ensuite, on peut même avoir quelque chose que nous, on demande également à nos apprenants, par exemple, ou à nos étudiants, le journal de bord. C'est-à-dire, il faut qu'ils prennent de notes au fur et à mesure
pour savoir quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont fait pour résoudre leurs problèmes, comment ils ont fait pour trouver des solutions. D'accord? Et au niveau de l'intégration, par contre, ça veut dire que nous, on peut intégrer ces stratégies au fur et à mesure, je pense, dans l'observation, dans nos différentes unités. D'accord? Ce n'est pas un travail qu'on va faire une seule fois, comme j'ai dit tout à l'heure, mais on va le faire au fur et à mesure, progressivement, pour amener les apprenants exactement à une réflexion. Ok? Je vais vous montrer juste exactement en partant du livre de Cyr des questionnaires, par exemple, où les questionnaires, c'est pour les amener à réfléchir sur l'apprentissage. La question que vous avez posée tout à l'heure, est-ce que finalement les apprenants, et les adultes et les enfants apprennent de la même façon, ou effectivement ils peuvent réfléchir? On va réfléchir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils répondent exactement à ces questions. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est de voir quels sont aussi les stéréotypes qu'ils ont sur l'apprentissage. Quelles sont les idées reçues qu'ils ont sur l'apprentissage d'une langue étrangère. Notre objectif, c'est d'aller contre exactement, de voir ces objectifs, ces idées reçues, pour voir comment elles peuvent éventuellement fonctionner comme des barrières au niveau de l'apprentissage. D'accord? La question, par exemple, de est-ce que tout le monde peut apprendre à parler une deuxième langue? Ou, moi je peux poser la question autrement, est-ce que tout le monde peut apprendre une deuxième langue de la même façon? D'accord? On le sait que non. On sait très bien qu'on n'a pas tous la même progression. On n'a pas tous la même évolution. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui doit être exactement très clair pour les apprenants si on veut, effectivement, si on veut qu'ils fassent face à leurs barrières personnelles, affectives. Est-ce que je peux, par exemple, des questions comme « je peux me faire comprendre, je n'ai pas besoin de faire attention à la structure de ma phrase ». D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'apprenants qui vous disent tout de suite, c'est l'approche, et des enseignants et aussi, c'est l'approche communicative, d'accord? Le plus important, c'est de communiquer, donc, allez-y, vous prenez la parole. Non, attention, parce que dans l'approche communicative, on a des objectifs de communication, on veut atteindre certains objectifs, donc ce n'est pas juste, allez hop, je prends la parole et je commence à dire tout ce qui me passe par la tête, mais j'essaye exactement de prononcer entre guillemets correctement, d'accord? Pourquoi entre guillemets? Parce que, bon, il y a toujours un petit accent, etc. J'essaye de construire des phrases compréhensibles, etc. Ok? Pareil, on peut même faire des interviews avec nos apprenants. C'est-à-dire discuter avec les apprenants et vérifier quelles sont les difficultés, par exemple, qu'ils rencontrent au niveau de l'apprentissage, comment ils peuvent améliorer leur production orale et écrite, comment ils pensent pouvoir améliorer leur production orale et écrite. On peut aussi exactement les amener à prendre des notes, par exemple, au fur et à mesure de leur apprentissage, concernant, par exemple, les difficultés qu'ils ont rencontrées, par rapport les solutions qu'ils ont mises en place, par exemple, et comment ils ont fait finalement quel pourrait être, ou quel a été l'impact sur leur aspect affectif. D'accord? Et il y a aussi quelque chose d'autre qui a été essayé par certains chercheurs. Tout au long de l'apprentissage, dans la classe de langue, les apprenants, ils devaient verbaliser tout ce qu'ils faisaient quand ils faisaient une tâche. C'est-à-dire, quand on leur a demandé, par exemple, de réaliser une tâche, on leur a dit, bon, au fur et à mesure, vous expliquez, vous dites verbalement ce que vous faites. Pourquoi? Parce que ça leur permettait exactement de réfléchir finalement sur tout ce qu'ils mettaient en place pour leur apprentissage. D'accord? Ça, je pense que c'est assez compliqué parce que ça veut dire que, bon, il y a tous les apprenants qui parlent en même temps, etc. Mais au moins, ça peut être intéressant. C'est-à-dire, ça peut être intéressant parce que
ils vont se rendre compte que réaliser une activité, ce n'est pas juste un travail qu'on va faire mécaniquement, mais on met en place des stratégies dont on n'est même pas au courant. C'est-à-dire raisonner, synthétiser, observer, ça les apprenants, ils ne sont pas forcément conscients de tout cela. D'accord ? Et ça, on le voit par exemple que très souvent, il y a des apprenants, quand on leur donne une activité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont commencer à écrire tout de suite pour répondre. Ils ne vont jamais prendre le temps de lire toute l'activité, par exemple, de réfléchir sur les objectifs de l'activité, pour revenir exactement sur votre question, pourquoi je fais cette activité ? D'accord ? Mais ça veut dire que nous, déjà, en tant qu'enseignants, on sait pourquoi on a donné une activité. Mais exactement, ce travail-là, c'est à eux aussi de réfléchir, c'est-à-dire, pourquoi je fais cette activité ? Observe l'activité. Qu'est-ce que je te demande dans le cadre de l'activité ? Pourquoi ça peut être intéressant pour vous ou pour toi ? C'est-à-dire, et vous savez, dans le cadre des stratégies d'apprentissage, on parle toujours du bon apprenant. C'est-à-dire, il y a le bon apprenant. Pourquoi ? Parce qu'on trouve qu'un apprenant, entre guillemets, parfait, c'est celui qui se pose des questions, c'est lui qui a un regard positif sur son apprentissage. Ce n'est pas lui qui va vous dire pourquoi je dois faire cette activité, mais c'est lui qui va dire je vais faire cette activité parce que, et il va commencer à réfléchir exactement sur les différentes stratégies, sur les raisons pour lesquelles cette activité pourrait lui être utile. D'accord ? Oui. Bien sûr. De toute façon, le journal de bord, c'est un peu ce qu'on demande aussi dans le cadre des enseignants, des futurs enseignants. C'est-à-dire quand on vous dit, quand vous faites vos observations de classe, par exemple, prenez des notes pour dire qu'est-ce qu'on a fait dans la classe, pourquoi on l'a fait, comment on s'est organisé. Comment Est-ce que je vais ramasser ce journal de bord des étudiants pour le consulter ? Non, pas forcément. C'est un peu comme le portfolio. Je ne dis pas forcément, je ne dirais pas du tout. C'est exactement comme le portfolio. C'est-à-dire, on peut dire, après une activité, prenons le temps de réfléchir. Prenons le temps à la fin du cours pour réfléchir et pour dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? C'est-à-dire maintenant, si je vous le fais après notre cours, je pourrais vous dire, prenez le temps maintenant de rester 5 minutes, 10 minutes, et de décrire ce que vous avez fait. Quelle était votre attitude en tant qu'apprenant ? Est-ce que vous avez eu une attitude positive déjà ? C'est-à-dire dans le sens où est-ce que vous êtes allé vers la connaissance ? Est-ce que vous avez pris de notes ? Est-ce que vous avez des choses sur lesquelles vous pouvez revenir pour votre apprentissage plus tard? C'est-à-dire, quand vous allez revenir dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, il y a quelqu'un qui vous dit en Égypte, qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as suivi comme cours? Est-ce que tu seras capable, par exemple, de revenir et d'expliquer ce que tu as fait? C'est-à-dire, ce sont des questions en fait qu'on doit se poser en tant qu'apprenant. Mais je pense que la plupart des apprenants ne vont pas le faire. Parce que Peu ce importe. qui leur intéresse, ce sont les notes. Et Peu importe. oui, Attention, peu importe. Il faut qu'ils soient conscients de ça. C'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, attention, c'est quelque chose qu'on construit progressivement. Effectivement, la première fois, si vous leur dites, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ils vont pas le faire parce que tout ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils ont répondu à toutes les questions ou pas. Mais quand on va le faire une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, ils vont comprendre au fur et à mesure que c'est quelque chose qui est important. Au moment où on va discuter avec eux, on va leur dire, mais quelles étaient les difficultés que vous avez rencontrées pendant cette activité? Par exemple, est-ce que vous avez jamais posé la question à vos apprenants, est-ce que l'activité est difficile pour vous? Oui. Pourquoi? Exactement. C'est ce travail-là qu'ils doivent faire seuls. C'est-à-dire de comprendre ce qui leur a posé problème, ce qui était difficile pour eux, et comment ils ont fait pour résoudre ces problèmes, pour aller au-delà de leurs
lacune finalement. Ça. D'accord? Et cela vous permettra, excusez-moi, je vous donne la parole tout de suite, cela vous permettra exactement de varier bien évidemment les activités. C'est-à-dire tout d'abord, c'est eux qui peuvent prendre quelques notes par rapport à leur apprentissage. Après, c'est à vous d'échanger avec eux, comme ça vous allez avoir un retour. Par exemple, exactement ce commentaire de tout à l'heure était extrêmement intéressant, de dire, bon, moi j'ai fait un cours toutes les semaines, pendant 15 semaines, sur la littérature, je me retrouve avec 50 étudiants face à moi, à un moment je dois me poser la question, est-ce que ça les intéresse ou pas? Ou pourquoi ça ne les intéresse pas? Et pourquoi ça les intéresse? D'accord? Comment on peut arriver ensemble à une vision positive du cours, de la littérature, de l'apprentissage? Et comment chacun peut trouver son compte au bout du compte? C'est-à-dire comment chacun peut dire, bon, je vais faire ce cours parce que moi, c'est la littérature qui m'intéresse. Moi, je vais faire ce cours parce que je vais apprendre un français plus soutenu. Moi, je donne des exemples comme ça au hasard. Moi, je vais faire la littérature parce que, etc., etc. D'accord? Donc, ce n'est pas le journal de bord, ce n'est pas quelque chose qu'ils doivent faire tout le temps, tous les jours, etc. Mais au fur et à mesure, on doit l'intégrer, en fait. Et avoir différentes approches, bien évidemment. Je pense que je comprends un petit peu sa question parce que... Ça veut dire que moi je n'ai pas compris ça? Non, Ah, non, je vous explique. Parce qu'on n'arrête pas dans nos questions de faire référence à nos institutions. oui, non, bien Parce sûr. que ce que vous dites là... Non, parce que peut-être je n'ai pas compris parce qu'on n'a pas forcément la même réalité, Sauf c'est pour que, ça. oui, voilà. Sauf que ce que vous dites implique une certaine continuité d'une même politique d'enseignement. Et je dirais même politique. J'utiliserai le mot politique. Chose qui n'existe pas chez nous, dans nos institutions. Alors, si jamais je tiens à apprendre à mes étudiants l'importance et l'efficacité de ce qu'on appelle le journal de bord, je le transformerai en quelque chose d'obligatoire que je vais peut-être ramasser, non pour l'évaluer, mais juste pour m'assurer qu'ils ont... parce que, une fois que voilà, mon cours sera terminé, personne ne va répéter cette activité. Oui, mais si on le fait, si on fait une évaluation. Non, même pas une évaluation, c'est juste me rassurer. Non, vous pouvez faire un échange dans ces cas-là. C'est-à-dire, oui, peu importe c'est à vous de trouver, si vous voulez, oui, les moyens. Les moyens, oui. C'est à vous de trouver les meilleures stratégies pour que ce soit plus efficace et pour que ça reste, pour que ça laisse une marche, pour que ça marque, si vous voulez, leur apprentissage. Je comprends votre question. C'est-à-dire, c'est un peu la question qu'on se pose tous, c'est-à-dire, au bout du compte, est-ce que je vais avoir des apprenants que je vais prendre de la première année jusqu'à la 4e année, et donc dans ces cas-là, je vais les former, ils vont forger une identité d'apprenant, etc. Voilà. Mais là, la question, c'est dans un monde magnifique, extraordinaire, et je ne sais pas du tout, bon, à part les bisounours, je ne sais pas s'il y a un autre monde où on peut avoir cette beauté. Donc du coup, je pense qu'on n'a jamais eu ce cas-là. Mais peu importe, parce que là, moi, ce que je veux vous dire, c'est que, attention, l'idée, c'est que déjà, il ne faut pas partir de ce principe-là, du principe qu'il n'y a pas de continuité. Mais pour qu'il y ait une continuité, il faut qu'il y ait un début. Et donc, exactement, il faut commencer par quelque chose. Et c'est aux apprenants par la suite, exactement, de se mettre dans cette logique-là. Mais je pense qu'il faut toujours commencer par la notion de l'obligation. Oui. Parce que ça ne vient jamais de la volonté de l'apprenant. Là, vous ne pouvez pas le savoir. Dans quel sens? Et dans le sens où, moi je suis même contre l'évaluation, de toute façon, je n'aime pas du tout l'évaluation en tant que telle. Parce que, en fait, attention, je pense que dire que c'est obligatoire, d'accord, je ne vois pas trop comment vous allez développer toutes ces stratégies affectives, par exemple, où les apprenants vont commencer à voir avec un regard positif
leur apprentissage. L'idée, ce n'est pas de dire c'est obligatoire. Si vous voulez le faire, le transformer à une activité obligatoire, dans ces cas-là, moi, tout ce que je peux vous proposer, c'est de vous dire, prenez 5 minutes dans le cadre de votre cours pour discuter avec vos apprenants, pour qu'ils s'expriment déjà, pour qu'ils disent tout ce qu'ils pensent, exactement sur le cours, sur leur apprentissage. D'accord ? C'est-à-dire pour les rendre conscients, en fait, de l'apprentissage. C'est un peu ce que je fais avec mes étudiants quand je leur dis « Est-ce que le master vous plaît ?» Ils me disent « Oui, bof, ça dépend, on n'a pas trop apprécié ça, ça et ça. » Et deuxième question, est-ce que vous êtes allé à la BU? Et là, la réponse est « Ben non. » Donc, comment est-ce que vous voulez découvrir des choses si vous attendez, si dans le cadre de votre apprentissage, vous ne faites pas une démarche, exactement, vous ne faites pas l'effort, vous ne faites pas une démarche positive. Et est-ce qu'il y a après un changement d'attitude? Bien sûr, à partir d'un certain moment, au moins ils sont conscients. Et est-ce que vous êtes au courant si ce concept de carnet de bord, c'est quelque chose que l'Université de Poitiers adopte en général avec tous les profs, ou c'est juste vous? Non, mais attention, pourquoi c'est l'université qui devrait adopter ça? C'est parce que c'est pour ça, parce qu'il y a... N'oubliez pas, vous faites partie de la nouvelle génération. Oui. C'est la nouvelle génération qui va apporter des changements. C'est ce qu'on a. Donc, si vous me dites chaque fois, nous on ne peut rien faire parce que c'est comme ça, je vais vous dire, dans ces cas-là, ce n'est pas un stage d'innovation pédagogique, c'est un stage de remue-ménage sur tout ce qui ne marche pas. Donc, c'est tout. Et donc, ça ne sert à rien. L'idée, c'est exactement de dire, si ça ne marche pas, c'est-à-dire, si on est arrivé là, ce n'est pas parce qu'on a reproduit ce qui existait déjà. On est arrivé là parce qu'au fur et à mesure, on a mis en place des choses. C'est-à-dire, au niveau pédagogique, on n'était pas là. Il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, on aborde des questions, on propose des choses. D'accord ? Si effectivement ça ne marche pas, on va trouver d'autres stratégies. On va essayer de trouver d'autres solutions. Mais il faut commencer par quelque chose. Moi, en fait, je ne suis pas tout à fait pour l'idée d'obliger les étudiants à faire quelque Non, chose. mais je vous parle de la réalité. Ne vous inquiétez pas. Oui. Je parle de la réalité, de ce qui se passe le plus souvent. Parce que souvent, on trouve dommage le fait qu'on n'utilise pas nécessairement ces stratégies d'apprentissage et d'enseignement, les deux, mais parce que c'est plutôt, vous pouvez dire, c'est un système. N'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai dit l'Université de Poitiers. Parce que de toute façon, pour n'importe quel département, de la plus grande unité à la plus petite unité, il doit y avoir un système. On parle de la stratégie générale de l'université. Peut-être vous êtes parfois... C'est pas lui de faire ce que tu veux dans ton Pas nécessairement. Oui, parce que nous sommes des maîtres assistantes, en fin de compte, on doit avoir des professeurs en 4 ans et tout ça, c'est pas une liberté absolue, quoi. Mais bon, on espère quand on sera doctorant que la vie changera un petit peu. Et c'est aussi parce que vous voulez dire que nous sommes la nouvelle génération, et parce qu'il y a quand même des écarts entre les générations, comme dans la vie. Et la première chose qui vient, à laquelle je pense là, c'est que ces stratégies, par exemple, je pense à un atelier pour les enseignants. C'est à vous de le mettre en place. Voilà. C'est la chose, parce que vous venez de dire que vous devez trouver un moyen. Donc, je penserais à animer un atelier peut-être pour toutes les personnes qui étaient à Poitiers, pour dire brièvement ce qu'on a vu, ce qu'on a appris aux autres enseignants, aux autres collègues, comme ça. Peut-être ça va changer quelque chose, ça va faire quelque chose. Parce que, pourquoi on suit en fin de compte ces ateliers? Pourquoi on est là? C'est parce que, c'est pas personnel, c'est qu'on veut que nos institutions